Cours numéro 1, énergie, l'énergie et ses enjeux. Donc, dans ce chapitre, nous allons revoir les notions d'énergie et de puissance. Par rapport à ce qui a été fait en première, nous allons définir la puissance instantanée comme la limite de la puissance moyenne dans un intervalle de temps infiniment petit. C'est en fait le lien entre la notion de dérivée qui a été vue en maths et ce qui a pour l'instant été vu en physique. Donc définir la puissance instantanée comme la dérivée par rapport au temps de l'énergie, définir l'énergie mise en jeu par un système pendant un intervalle de temps donné à partir de la courbe représentant la puissance en fonction du temps. Voilà, donc comme application, expliquer la durée d'un système de fonctionnement, la durée de fonctionnement d'un système autonome. Et enfin, revoir toutes les notions de puissance absorbée, puissance utile, rendement de conversion, transfert d'énergie, et donc réversibilité des conversions d'énergie, définir ce que c'est qu'un système réversible ou non réversible. Alors, pour revoir les acquis, l'énergie, c'est une grandeur caractérisant la capacité d'un système à modifier un autre système. Alors, quand on dit modifier un autre système, ça peut être un moteur qui monte une charge ou qui donne de la vitesse à une voiture, ça peut être une lampe qui fournit de la lumière, ça peut être un radiateur qui fournit de la chaleur, etc. etc. L'énergie s'exprime en joules. Il a été vu l'année dernière aussi qu'on peut l'exprimer en kilowattheure, mais on en reparlera tout à l'heure. L'énergie peut revêtir différentes formes. Alors mécanique, c'est tout ce qui est lié au mouvement. Chimique, c'est quand on convertit certaines molécules en une autre. Nucléaire, c'est quand il y a des transformations dans les noyaux des atomes. Ou électrique, c'est quand on a par exemple une pile qui transforme une pile qui transforme de l'énergie chimique en énergie électrique en faisant circuler des électrons, et ces électrons permettent d'échanger de l'énergie entre une source d'énergie et l'environnement. Une énergie est dite renouvelable si son renouvellement naturel est assez rapide à l'échelle humaine. Alors ça, c'est renouvelable, donc on va classer là-dedans l'énergie du vent, puisque en fait c'est tout ce qui est lié au soleil qui est renouvelable. Le vent, c'est directement lié aux températures de masse d'air qui changent, et qui fait que de l'air chaud monte et est remplacé par de l'air froid à un autre endroit de la Terre, et donc tout ça bouge et fait de l'air, et tant que le soleil brille, eh bien, il y a du vent. Alors bien sûr, l'énergie solaire qui est d'un renouvellement naturel à l'échelle de l'homme, puisque le soleil a encore 10 milliards d'années de vie. On pourra parler de l'énergie des marées, qui, même si elle n'est pas directement liée, n'est pas du tout liée au soleil, a un renouvellement naturel, c'est-à-dire que les marées ne sont pas près de s'arrêter, on peut tirer leur énergie encore très très longtemps, sans épuiser le réservoir d'énergie que sont les processus qui sont à l'œuvre dans le fonctionnement des marées. Enfin, pour citer des énergies non renouvelables, c'est tout ce qui est énergie fossile, par exemple le charbon, le pétrole, le fioul, le pétrole et tous ses dérivés que sont le fioul, le kérosène, l'essence, le gasoil, etc., etc. L'énergie mécanique d'un solide de masse m est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. L'énergie cinétique se calcule avec la formule 1/2 de m fois v au carré, et l'énergie potentielle se calcule avec la formule mgh qui n'est pas rappelée ici. H étant la hauteur entre l'endroit où on soulève une charge par exemple, et la dénivelée entre l'endroit où part la charge et l'endroit où on soulève la charge. Donc si on a monté d'une hauteur h, on peut calculer l'énergie potentielle acquise lors de ce mouvement en faisant la masse fois g, intensité de la pesanteur ici, 9,80 Newton par kilogramme. Donc quand on la soulève à une altitude z, l'énergie potentielle de pesanteur c'est mgz. La puissance moyenne qui quantifie la vitesse de transfert d'énergie est donnée par la relation P égale E sur delta T. Donc c'est la relation qui est vue depuis très longtemps et qui a été vue aussi sous la forme E égale
P fois delta T, voilà, qui est simplement la formule qu'on peut tirer ici en faisant les produits en croix, c'est-à-dire le delta T qui est dessous ici et de l'autre côté du signe égal passe dessus, et on a E égale P fois delta T. Alors un petit rappel pour les unités. Effectivement, les unités du système international, c'est que, alors si j'écris E égale P fois delta T, donc si l'énergie est en joules, la puissance est en watts et le temps s'exprime en secondes. Mais on peut aussi exprimer la formule de l'énergie, enfin on peut exprimer le temps, la puissance en kilowatts, le temps en heures, ce qui peut s'avérer plus adapté pour certains problèmes, notamment les problèmes d'électrotechnique. Et dans ce cas-là, quand on multiplie des kilowattheures des kilowatts par des heures, et bien on obtient des kilowattheures. Voilà. Alors quel est le lien entre des kilowattheures et des joules? Eh bien on peut rappeler que 1 kilowattheure heure, c'est égal à 1000 watts, c'est-à-dire 1 kW, multiplié par 1 heure, c'est-à-dire 3600 secondes, et ça fait 3 600 000 watts secondes, c'est-à-dire joules, et 1 kWh égale 3 600 000 joules. On continue. La puissance électrique est donnée par P égale U fois I. Alors, pour obtenir une puissance en watts, on a une tension en volts et une intensité en ampères. Voilà. Et le rendement d'une chaîne énergétique, c'est le rapport entre l'énergie utile, celle qui est directement utilisable, et l'énergie fournie. Alors, la plupart du temps, les convertisseurs sont décrits font symboliser une chaîne énergétique qui est symbolisée par ici une source d'énergie. Donc, on part d'une certaine source d'énergie qu'on représente avec un carré. Ici, on a un convertisseur quelconque qui transforme certains types d'énergie en un autre type d'énergie. Alors ici, c'est par exemple, on va convertir une énergie, oui, alors ici, on va avoir une énergie utile, c'est par exemple, eh bien, pour une lampe, on a ici l'énergie utile, c'est l'énergie lumineuse, et puis on a ici de la chaleur qui est dégagée, qu'on va représenter ici avec la lettre Q. Voilà, puis là c'est bien un E. Donc l'énergie apportée, fournie, ou on pourrait dire consommée, c'est ce qui rentre dans le convertisseur. L'énergie utile, c'est ce qui sort et ce dont on a besoin, et tout le reste, eh ben, c'est des pertes. Et donc, comment on calcule un rendement? Eh ben, le rendement, c'est tout simplement le rapport de ça sur ça, c'est-à-dire, c'est ici l'énergie utile sur l'énergie apportée. Or, tout ceci se fait pendant un certain temps, donc l'énergie utile, c'est la puissance utile fois delta T, et l'énergie apportée, bah, c'est la puissance, on va dire PA, la puissance qu'on apporte ici, multipliée par le temps, et bien sûr, quand on simplifie par le temps, on a PU sur PA, qui est l'autre formule qu'on a ici. Alors, puissance instantanée et puissance moyenne. Alors, maintenant, nous allons approfondir cette notion de puissance. On vient de rappeler ici effectivement que cette formule qui a déjà été vue précédemment en première et puis en seconde et en première, en seconde et même en troisième, la puissance c'est l'énergie divisée par le temps. Mais en fait, c'est une puissance moyenne sur tout cet intervalle de temps. Alors ça doit bien sûr nous rappeler la formule de V égale D sur delta T. Quand on trace la distance parcourue au cours du temps, eh bien sur un intervalle delta T, un intervalle entre T1 et T2, eh bien on va parcourir une certaine distance, donc voilà, donc on va parcourir cette distance-là, pendant un intervalle de temps delta T. Oui, voilà. Et la vitesse, c'est la pente de la droite,
c'est-à-dire c'est la distance parcourue. Alors la distance parcourue, ça serait ici Z2 moins Z1, donc là, une cote moins une autre cote, divisé par T2 moins T1, c'est-à-dire D, donc ça c'est D. La distance parcourue D divisée par delta T. Et c'est la pente de la droite. Alors bien sûr, c'est une vitesse moyenne, parce que si la vitesse n'est pas constante, eh bien en fait, on va au début aller très vite, puis après aller moins vite. Et donc, c'est-à-dire ici, pendant un faible intervalle de temps, eh bien j'ai parcouru beaucoup de distance, puis là, pendant un intervalle de temps plus grand, j'ai parcouru moins de distance. Eh bien en tout, ma vitesse moyenne, c'est, si je prends simplement, donc ici T1, ici T2, ici D1 et ici D2, enfin du moins Z, j'aurais dû mettre Z, j'aurais dû mettre Z1 et Z2. Et donc, si je calcule ici ma vitesse en faisant Z2 moins Z1 sur T2 moins T1, eh bien, j'ai V qui est la distance parcourue sur delta T, et c'est une vitesse moyenne qui n'est pas égale à la vitesse instantanée. Au début, j'avais une vitesse instantanée plus importante, une vitesse instantanée plus faible, mais en moyenne, tout se passe comme si j'avais suivi ici ce chemin, c'est-à-dire comme si je calcule la vitesse moyenne, je ne peux pas voir qu'au début j'allais vite et après j'allais moins vite, tout se passe comme si on allait à une vitesse constante ici au cours du temps. Alors, si maintenant on veut calculer la vitesse instantanée en un point, et je reprends ici tout ceci, voilà, et puis donc j'ai une vitesse, j'ai la distance qui évolue au cours du temps, et tout ça ne se fait pas régulièrement, j'ai une courbe un peu cabossée. Et bien en fait, vous avez vu en maths que on peut définir finalement la vitesse comme la limite de Z2, enfin ici je vais mettre Z, de Z2 moins Z1 sur T2 moins T1 sur, voilà, donc la limite quand delta T tend vers 0, la vitesse, ça serait la limite quand delta T tend vers 0 de Z2 moins Z1 sur T2 moins T1. Et donc, on pourrait définir une vitesse ici qui sera assez importante, c'est la pente de la droite, et puis une vitesse instantanée ici qui sera plus faible, et puis une vitesse instantanée ici. En fait, dans chaque point, on peut définir une vitesse instantanée. Et bien maintenant, nous allons raisonner de la même, exactement de la même façon, sauf qu'on ne raisonne plus en distance parcourue au cours du temps, on raisonne en énergie consommée au cours du temps. Alors, si ici, je trace... si ici je trace donc l'énergie au cours du temps, donc on a ici une courbe qui, voilà, ça peut changer comme ça, donc il y a l'énergie qui augmente, c'est-à-dire le compteur d'énergie n'arrête pas de monter, on a consommé cette énergie-là qui vaut donc la E1, ici on aurait E2, voilà. Et puis on a consommé E2 moins E1 pendant un intervalle de temps delta T ici. Alors si je fais tendre cet intervalle vers 0, eh bien je vais avoir la puissance instantanée. Et on voit que c'est exactement le même calcul qu'ici. Ici, j'avais une énergie totale divisée par un intervalle de temps total. Ici, on a l'énergie au temps t plus delta t, c'est-à-dire E2, moins l'énergie au temps t, c'est-à-dire E1, divisé par delta t, et quand on fait tendre delta t vers 0, je m'approche de la pente de la droite et j'ai défini ce qu'on appelle la puissance instantanée. Donc la puissance instantanée est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Exemple
un radiateur électrique qui chauffe une pièce transfère une énergie qui dépend du temps. Plus le radiateur fonctionne longtemps et plus l'énergie transférée est importante. Donc on se retrouve avec une courbe de l'énergie qui n'arrête pas d'augmenter au cours du temps. Donc c'est l'énergie consommée par le radiateur. Si on a mis le compteur à 0 au temps 0, ben, au bout de 10 secondes, on a ici 10 000 joules qui sont consommés. Alors on peut dire que l'énergie transférée, c'est une fonction linéaire du temps d'équation E égale K fois delta T, où ici K vaut 1000. Alors 1000, pourquoi? Parce que la pente de la droite ici, c'est 10 000 sur 10, et ça fait 1000. Voilà. Alors SI, on pourrait dire, on saurait ici que le K serait des watts. Hein. Si ici j'ai des joules et que là j'ai des secondes, eh bien en fait la pente c'est des joules par seconde, et des joules par seconde c'est des watts. La puissance instantanée transférée serait donc égale à puissance égale dérivée de l'énergie par rapport au temps. C'est la dérivée de K fois T par rapport au temps. Or, la dérivée d'une constante fois le temps, eh ben, c'est la constante elle-même. C'est comme quand on dérive 2x, eh bien, quand on dérive 2x par rapport à x, eh bien, la dérivée, ça vaut 2. Ici, si on la dérivée de K fois T par rapport à T, eh bien c'est K. Et donc ici, la puissance instantanée est égale à 1000 watts. Expression de l'énergie en fonction de la puissance. Alors, la puissance instantanée, on peut la mesurer tout simplement en mesurant l'intensité, en mesurant la tension, et on fait le produit des deux, P égale U fois I, comme vu dans les révisions. Donc on peut assez facilement mesurer cette puissance. On peut aussi la mesurer avec un puissance-mètre, un appareil électrique qui se branche et puis qui permet de déterminer, de mesurer directement la puissance transférée. Par contre, il y a un autre moyen de la calculer. C'est que, alors, comme la puissance instantanée est la dérivée par rapport au temps de l'énergie, les mathématiques nous enseignent que l'énergie est donnée par l'expression suivante. L'énergie, c'est l'intégrale de 0 à au temps t de la puissance fois delta t. Ça, on le voit parce que précédemment, oui, bon, parce que l'énergie, la puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc l'énergie, c'est l'intégrale de la puissance sur un intervalle de temps donné. Alors, mathématiquement, l'intégrale représente l'air sous la courbe, situé dans le temps t égale 0. Alors, en fait, ici, on peut comprendre ceci en disant qu'en fait, donc on sait qu'à chaque fois, l'énergie, c'est la puissance fois delta t. Alors, si j'ai ici un delta t qui est tout petit, voilà, et que j'ai ma puissance qui vaut P à un moment t, voilà, et donc, si je considère que pendant ce tout petit temps, le temps est choisi suffisamment petit pour que la puissance n'ait pas eu le temps de changer, et bien finalement, P fois delta T permet de mesurer l'énergie. E égale P fois delta T. Alors, si delta T, P fois delta T est égal à E, ici on voit que mathématiquement, en fait, quand on fait la puissance, c'est-à-dire qu'on fait cette longueur-là multipliée par cette longueur-là, et ben en fait on a cette surface. Voilà. Alors si maintenant, à l'instant d'après, on dit que la puissance a un petit peu varié, et que le delta t suivant, on a une autre puissance que je vais appeler ici P2, de tout qui varie en fonction du temps. Et bien ici, je vais avoir, donc j'avais E1 qui était P1 fois delta t, ici j'ai E2 qui vaut P2 fois delta t, et en fait, delta t étant choisi constant, donc j'ai ici encore l'air sous la courbe, l'air voilà, sous ça. Ensuite, ici, je peux avoir encore comme ceci un autre cas de figure, et en fait, on voit que si ici je ramène un delta t tout petit, je peux approximer et dire qu'en fait, j'ai une courbe qui est comme ça, qui est lisse, où j'avais la valeur P1, la valeur P2, la valeur P3. Et en fait, ici, l'énergie, c'est bien l'air sous la courbe de la puissance en fonction du temps par rapport, de la puissance en fonction du temps.
C'est ce qui est dessiné ici. Alors le calcul de cette intégrale peut être traité de façon géométrique, c'est-à-dire qu'en fait on fait tout simplement des calculs d'air, c'est ce qu'on va voir juste après, ou alors on peut faire aussi des calculs mathématiques. Alors pour les calculs d'air sous la courbe, approximation par des rectangles, donc ça c'est ce que je viens d'expliquer. Pour estimer l'air sous la courbe, on peut utiliser des formules classiques lorsque les fonctions sont des droites ou des segments de droite, et lorsque les surfaces à déterminer sont donc des rectangles, des triangles ou des trapèzes. Alors par exemple, si je veux déterminer ici l'énergie transférée par le convertisseur entre le temps 0 et le temps 4 secondes. Eh bien, d'après ce que je viens de dire, c'est l'air sous la courbe ici, c'est tout ça. Bon, bah, la surface de tout ça, c'est quoi? Eh ben, c'est, pour un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ah, d'ailleurs, ici, c'est logique, parce que si je prends ce rectangle, il a pour surface 4 fois 800, eh ben, la surface juste du triangle ici, eh ben, c'est 4 fois 800 divisé par 2, puisque j'ai ici la diagonale qui a séparé les deux, qui a divisé la surface en deux. Donc ici, je vais faire 800 fois 4 divisé par 2, j'obtiens 1600 joules. Si maintenant je veux calculer la puissance qui a été transférée entre le top chrono 4 secondes et le top chrono 10 secondes, donc pendant ces 6 secondes-là, 6 secondes s'écoulent ici. Voilà. Alors pendant ces 6 secondes, comment calculer l'énergie transférée? Eh bien, tout simplement, il faut calculer l'aire de tout ça. Alors l'aire de tout ça, en fait, on peut faire, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire l'aire du trapèze. Donc l'aire du trapèze, c'est qu'en gros, un trapèze, en gros, ce trapèze, il a exactement la même surface que le rectangle que je suis en train de dessiner là. C'est-à-dire que si je prends ici la moitié de la hauteur, voilà, en fait, ce bout, le bout qui manque ici est celui qui est là. C'est le même. Donc, comment calculer la surface de ce rectangle-là? Eh bien, en gros, c'est la moyenne entre 800 et 2000. Donc, 2800 divisé par 2. 2800 divisé par 2, ça fait 1400. Multiplié par cette longueur-là, 6 secondes, 1400 fois 6. Ici, on a exactement le même calcul et on arrive à 8400 joules. On aurait pu aussi calculer la surface du grand triangle, là. Voilà, donc la surface de ce grand triangle, eh ben, c'est 2000 fois 10, donc 10 fois 2000 divisé par 2. Donc 10 fois 2000 divisé par 2, ça fait 20 000 divisé par 2, ça fait 10 000. Moins l'aire de ce petit triangle-là, dont on avait déjà calculé l'aire tout à l'heure, c'était 1600 joules. Donc 10 000 moins 1600 joules, ça fait bien 8400 joules, comme précisé ici. Voilà. Quant au cas général qui est ici, vous pourrez le lire, mais on n'en parle pas plus dans ce cours. Convertisseur et transfert d'énergie. Alors, un convertisseur d'énergie est dit réversible s'il peut se comporter soit comme une source d'énergie, soit comme un récepteur d'énergie, de manière spontanée ou commandée. Par définition, alors, comment éclaircir un peu cette phrase? Un moteur, par exemple, si vous lui appliquez une tension et que vous lui fournissez une puissance, en fait, il va transformer une énergie électrique en une énergie mécanique, c'est-à-dire qu'il va transformer une énergie électrique en mouvement. On va obtenir un mouvement à partir d'énergie électrique. Mais si vous prenez ce moteur, ça ne marche pas avec tous les moteurs, mais au moins certains. Si vous prenez ce moteur et que vous mettez une manivelle sur l'axe du moteur et que vous tournez la manivelle du moteur, vous allez voir apparaître à ces bornes une tension. Alors bien sûr, il ne faut pas que le moteur soit branché. Là, on se sert du moteur comme d'une génératrice. On fait tourner le moteur et on s'aperçoit qu'aux bornes du moteur, on peut mesurer une tension et donc le moteur est transformé en génératrice. On dit qu'un convertisseur d'énergie comme un moteur est réversible s'il peut fonctionner dans un sens et dans l'autre, pas forcément avec le même rendement. Par définition, le rendement d'un convertisseur ou d'un transfert d'énergie est défini comme le rapport de l'énergie utile à l'énergie perdue. Ça a déjà été dit tout à l'heure. Donc un rendement ne peut prendre que des valeurs entre 0 et 1, mais généralement on l'exprime en pourcentage. Donc ici, si j'ai par exemple une puissance utile de 20 watts et une puissance absorbée de 100 watts, eh bien, le rapport des deux va être de 0,20 et 0,20, on va l'exprimer sous la forme 20%.
Voilà. Il ne peut être parfait, il y a toujours des pertes, donc l'énergie des pertes, bah, c'est l'énergie, en gros les pertes, bah, c'est toujours l'énergie qu'on a rentrée, hein, donc si ici on a rentré une énergie absorbée et puis qu'on a ici une énergie utile qui a été utilisée, donc si ici par exemple je rentre 100 joules d'énergie absorbée, que je sors 40 joules d'énergie utile, bah, j'ai forcément 60 joules de perte. Et dans ce cas-là, on pourrait dire que le rendement, bah, c'est 40 divisé par 100. Le rendement serait dans ce cas de 40%.